À l'ordre, s'il vous plaît. Nous avons un petit peu de retard dans nos travaux. À l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos prochains invités. À l'ordre, s'il vous plaît. Il s'agit donc du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale. Vous avez une dizaine de minutes. S'il vous plaît, j'entends beaucoup de bruit. La session est reprise. S'il vous plaît. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos prochains invités des regroupements des propriétaires de taxis de la capitale. Vous avez une dizaine de minutes pour faire votre présentation. Par la suite, nous aurons une période d'échange. Je vous demande de commencer par vous présenter les personnes qui vous accompagnent pour les fins d'enregistrement. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les députés, distingués membres de cette commission. Je m'appelle Hamid Nadji, je suis propriétaire d'un taxi et je suis président du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale. Donc, je suis accompagné de Monsieur Alain Fecteau, qui est expérimenté depuis 30 ans dans les transactions de permis avec la Commission de transport à Québec, et accompagné de Madame Emel Elisabeth, propriétaire de la compagnie Taxi Laurier. C'est une compagnie familiale qui existe depuis 40 ans, ainsi de Madame Drolé Nansé, qui est propriétaire à la compagnie 5191. Le RPTC est un organisme à un but non lucratif. Parmi son but intéressant, c'est la sécurité et la qualité des transports, qu'elle soit offerte et maximale. Fortement, il est désireux de participer par le biais de ses représentants aux décisions entourant les moyens efficaces pour arrêter l'illégalité et faire avancer l'industrie de taxi. C'est pour ça que nous tenons d'abord à remercier Monsieur le ministre d'avoir réalisé ces consultations pour l'industrie de taxi, comme nous rappelons que le RPTC, avec ses propositions depuis plus d'une année, il a toujours visé de rendre la compétitivité de ce service efficace, de bonifier la situation socio-économique des chauffeurs, d'élargir l'offre et d'améliorer les services, de donner une formation adéquate et continue, de moderniser l'industrie et de prendre le virage écologique. Ensemble, nous avons une réelle volonté de collaborer avec le ministère des Transports. Nous sommes dans l'obligation aussi de signaler et de constater que les mesures n'ont pas encore prouvé leur efficacité pour contrer le transport illégal. Puisque la situation est ainsi et nous voulons transformer la menace à une opportunité, tant les services offerts à la clientèle que les conditions de travail des chauffeurs ont à faire l'objet d'une réglementation efficace. Le RPTC a proposé des solutions et des recommandations à plusieurs reprises, mais les torts faits à l'industrie de taxi s'additionnent et l'efficacité des méthodes employées sont toujours là. Nous avons cependant un bon espoir que le ministère corrige la situation et tiendra compte de nos avis et de nos recommandations. Sans cela, un conflit social imminent est probable. La réalité au Québec, c'est que les revenus des chauffeurs de taxi baissent continuellement. Leur mécontentement, par contre, est en hausse continue. Et la meilleure preuve, l'opération contre Uber, l'opération des à Montréal, témoigne d'ailleurs de leur frustration. Le gouvernement de Québec en donne raison dans ce dossier, et pour que des mesures justes et efficaces soient prises, il faut qu'elles soient prises rapidement. Les règlements sont là pour contribuer à la sécurité et à l'équité de l'ensemble. Nous demandons un engagement clair et des actions concrètes sur le terrain en écho aux propositions afin de contraindre le transport illégal et le soumettre à la réglementation existante. On ne peut pas discuter de l'avenir de taxi sans parler de la question financière et de la compensation. Le regroupement, nous nous engageons à innover et à réfléchir aux solutions possibles et à contribuer à l'amélioration des services. D'ailleurs, dans notre regroupement, nous pensons même à l'avenir. Exemple, les drones pour transporter les médicaments, ainsi que les véhicules et les taxis de futur sans chauffeur. Nous demandons
au gouvernement de prendre leurs responsabilités afin que la concurrence déloyale induite par Uber et le laxisme du gouvernement soit bientôt chose de passé. Parmi nos propositions sur lesquelles on vise beaucoup, dans les pays développés et ceux pour les métiers traditionnels et reconnus, il existe une variation tarifaire. Tout dépend des services sont donnés le jour ou la nuit. Nous pensons qu'une échelle de tarification ou bien une modulation obéissant à cette logique devrait être appliquée. La majoration des tarifs exigés pour une course nocturne améliore la situation socio-économique des chauffeurs et augmente l'efficacité et la disponibilité des véhicules dans les périodes de challengeage, sans tenir compte de la pénibilité accrue lorsque ces chauffeurs conduisent la nuit. Une tarification qui existe actuellement, elle est dépassée par la vie actuelle et les besoins des usagers, voire annexe page 19. À titre d'exemple, ce que nous proposons, que le kilométrage passe de 1,70 à 1,95 la nuit et le tarif de départ de 3,45 à 4,45. Et évidemment, en tenant compte de cela durant le week-end ainsi que les jours fériés. Et cette logique, elle est respectée dans toutes les fonctions qui se respectent. J'ai le détail ici que je ne vous demande pas de le lire, mais pour les gens qui veulent approfondir les données avec ces références, tarification à Paris, tarification à Madrid, ainsi que la tarification à New York. En consultant ça, vous remarquez qu'elle est très développée, la tarification dans les autres pays, ainsi que les autres lieux, mais nous sommes très en retard par rapport à ça, et pour ne pas choquer l'imaginaire public de la population, c'est pour ça qu'on propose une première modulation qui est la tarification de nuit et vis-à-vis du week-end et le jour férié. Si nous examinons la chute de valeur de permis, elle est devant vous dans un tableau. Ce tableau, c'est la récapitulation d'un tableau qui est émanant du ministère du Transport 31 mars 2015 et les données du marché réel ou bien la valeur réelle du marché en janvier 2016, je m'excuse. Donc vous voyez que dans chaque agglomération, il y a une baisse de cette valeur. La question qui est demandée par les gens qui ont touché par cette baisse, qui va assumer ça? Est-ce que c'est le transport illégal ou bien le gouvernement par son inefficacité pour arrêter ça? Donc, cette situation désastreuse de la chute des valeurs de permis dans les différentes agglomérations indique le résultat de la rentrée du transport illégal, ainsi que la déresponsabilisation du gouvernement et son incapacité à gérer la situation. Nous demandons une compensation adéquate à cette situation et nous invitons le ministère à agir dans le cadre de la prévention. Véhicules écologiques. Nous estimons qu'il est important de prendre le virage écologique. Mais chaque adaptation engendre des coûts. C'est pour ça que l'incitation qui a été donnée par le ministère a encouragé pour que le parking de taxi soit à majorité hybride. Nous recommandons des subventions atteignant 10% du prix d'achat du véhicule hybride et 20% du prix d'achat des véhicules électriques soient offertes aux propriétaires de taxis. Dans le dossier de vérification judiciaire, les propriétaires de taxis doivent avoir les dossiers de conduite, les intermédiaires. Pour pouvoir les engager jusqu'à tout dernièrement, il était possible pour un chauffeur de se procurer ce document facilement au niveau de la SAC. Mais actuellement, la procédure a changé. Il faut qu'il reçoive ça par la poste et ça prend une dizaine de jours. Nous recommandons que soit à nouveau rendu possible l'obtention du dossier de conduite directement au bureau de la SAC. La loi exige maintenant une vérification des antécédents judiciaires. Nous saluons l'initiative du ministère, mais il y a des entraves supplémentaires. Le certificat de cette attestation prendra jusqu'à 3 semaines avant d'être obtenu. Vous avez un cas récent qui n'a pas obtenu son certificat et lorsqu'il l'a reçu, il était mal imprimé, donc ça a doublé son temps d'attente. Donc cela étant ainsi, nous recommandons à la SAC qu'elle puisse directement vérifier les antécédents en accédant aux données du ministère de la Justice et au plumitif et recevoir le certificat par des entreprises privées. Actuellement, ils ne sont pas autorisés à le faire. Ça va être plus rapide. L'amélioration du service à la clientèle. Nous pensons qu'il doit passer par une révision de la formation continue, la présence d'inspections usagers, la création d'un fichier central, l'équivalent des camionneurs qui existent à l'échelle provinciale,
et fixer un nombre d'heures maximal aux chauffeurs pour garantir la sécurité des usagers. Okay. En 1998, il y avait, pour vous prouver ça, en 1998, il y avait une compagnie à Montréal qui a demandé l'installation du GPS, mais elle a été interdite par injonction parce qu'à l'époque, la loi n'autorise pas ça. Ça, c'est pour prouver que les intermédiaires sont toujours à l'avance pour faire des choses pour l'avancement de cette industrie, mais la loi, elle est là pour freiner certaines initiatives. Donc, l'association professionnelle, c'est une chose que nous recommandons, même l'adhésion obligatoire, comme l'équivalent des ordres des taxis. Les applications, nous souhaitons une application provinciale qui incorpore toutes les compagnies de taxi et de préférence que cette application soit le résultat d'un organisme spécialisé indépendant du monde de taxi. Les sanctions que nous recommandons contre le transport illégal, le retrait de permis, l'augmentation des amendes et l'allongement de la période de saisie de véhicules. Et pour finir, nous concluons, Monsieur le ministre, que nous visons l'amélioration de l'image de taxi, la relance du développement, l'amélioration de la situation socio-économique des chauffeurs et une contribution aux objectifs environnementaux et écouter attentivement les usagers québécois du taxi. Et merci de votre attention. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la période d'échange. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Mesdames, bienvenue à la Commission. Écoutez, d'entrée de jeu, juste pour que je comprenne bien qui vous êtes, on a rencontré il y a quelques semaines, au début des travaux de la Commission, on a rencontré un organisme coopératif ici, à Québec, qui travaille avec beaucoup d'harmonie ici. Et j'essaie de partager, est-ce que, RITQ, Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, est-ce que vous avez des membres en commun ou vous êtes mutuellement exclusifs? Le RTQ, le RETQ, c'est le regroupement des intermédiaires. Donc, il regroupe les organismes qui dispatchent. OK. Mais nous, c'est le regroupement des propriétaires. Mais nos propriétaires, ils sont dans toutes les compagnies. Donc, le statut, c'est un regroupement des intermédiaires et nous, c'est un regroupement de propriétaires. C'est ça la différence. D'accord. Maintenant, vos propriétaires... Mais comment dirais-je, non, ça peut changer. C'est-à-dire, nos membres, ils sont des membres dans les intermédiaires, dans les compagnies. Donc, on peut être à la fois intermédiaire et propriétaire. Exactement. D'accord, OK. Maintenant, à l'intérieur de votre organisme, vous êtes des propriétaires de taxis. Quand on est à Montréal, les taxis, ils servent plus qu'une période de travail. Ils ne font pas que 8 ou 10 heures par jour. Ils sont souvent utilisés par 2 ou 3 chauffeurs qui se partagent un permis sur des shifts, sur des périodes de travail. Est-ce que c'est la même chose dans les propriétaires que vous représentez? Et si oui, je présume qu'ils louent. Vous êtes propriétaire d'un permis de taxi. Vous avez fait, imaginons, de 8 heures à 6 heures. Vous avez fait un 10 heures d'affilée. Et puis là, il y a quelqu'un qui est intéressé d'utiliser votre taxi, votre permis, de 6 heures le soir, de 18 heures à 24 heures ou à 2 heures du matin. Imaginons. Alors, je présume que vous louez à ce moment-là ce permis-là. Le tarif moyen pour louer un taxi à Québec, pour louer un permis, je m'excuse, avec le taxi et tout, c'est quoi? La location ici, je vous parle de la capitale, parce oui, que moi, tout à fait, le regroupement des propriétaires de taxi à la capitale, donc le minimum d'informations que j'ai et qui est crédible, parce que je suis dans un entourage proche de proximité, c'est le Québec et pas Montréal. Mais je vous parle non, d'accord, mais c'est pour ça que je vais avoir votre chiffre à vous. À Québec, lorsque vous parlez de la location, il y a 2 procédures de location. Il y a la location complète du véhicule, là où le locataire il est libre dans ses activités durant tout le timing 24 sur 24. Ça, c'est une procédure de location. Il y a la location de shift. Oui. La location de shift, c'est un paquet horaire. Donc, tout dépend des ententes et des négociations qui ont été faites entre le propriétaire et le locataire qui veut louer ça. Il y a des gens qui s'intéressent à un shift. Il y a des gens qui s'intéressent à une location. Il veut être libre dans son fonctionnement et son timing de travail. Donc, ça se passe de ces 2 manières dans le monde de taxi. Oui, mais alors, la location là, sur 24 heures, ça j'en conviens, je le comprends. Mais si vous louez justement de façon horaire, et imaginons que la personne à qui vous louez votre taxi sur une base horaire, imaginons que cette personne-là, vous lui dites, écoute, quand je sais louer mon taxi, le réservoir était plein, tu le ramènes plein. Imaginons. Exact. C'est comme et ça. Le reste, il est assuré, les plaques sont dessus.
sur un taux horaire ou sur un poste de travail de 8 heures, vous allez louer ça à peu près combien? Actuellement, généralement, le shift ici, à Québec, la capitale, le shift, c'est 12 heures. La journée, elle est partagée en deux. Parce que les investisseurs, généralement, lorsqu'ils achètent un taxi, son but extrême, c'est de rentabiliser son investissement le maximum possible. Donc, ils partagent le shift en deux, de telle façon qu'il n'y aura pas un empitement, ou bien quelqu'un qui va prendre un petit peu plus, il va empiter l'autre, il va le briser l'autre shift. Donc, généralement, le shift, c'est 12 heures. Et ça se négocie, mais il y a une moyenne, ce qu'on appelle dans le marché, d'une compagnie à une autre, mais la valeur, généralement, d'un shift entre 300, 400, c'est dans cette moyenne. Ça, c'est le shift, pas le char, pas non, le véhicule. Ça, c'est pour le shift pour une semaine, c'est ça? Oui, exactement. Bon, alors, ce serait 300-400 $ pour une semaine, quelqu'un qui prend un shift de 12 heures. Oui, dans cette fourchette. Je voulais juste avoir un ordre de grandeur. Avec des légères variations. Oui, parce que ce n'est pas très différent de Montréal à ces prix-là, voyez-vous. Parce que tout au long de la commission, on a entendu des gens. Parce que moi, ce que j'essaie de connaître, c'est qu'avant que vous ayez fait votre première course, comme opérateur de taxi, avant que vous ayez fait votre première course, vous avez une charge fixe, là. Vous avez ce 300 $ pour la semaine, là. Hein? Oui. Bon. Et puis après ça, vous avez des coûts variables qui sont en fonction du nombre d'heures que vous faites, la fatigue que vous accumulez, puis l'essence que vous passez, puis tout ça. Mais à la base, avant d'avoir fait votre première course, ce que vous me dites, c'est que pour une semaine, un opérateur qui loue un shift a, avant de se lever, 300, 400 $ à payer pour la semaine. Oui. OK. C'est ce que je voulais vous entendre. C'est ce que je voulais savoir comme question. Et dans les... Vous représentez les propriétaires. Vous savez combien dans votre de permis? En moyenne, vos membres, ils ont un permis, vous en avez qui ont atteint le maximum de 20 permis, mais de base, votre membership, ce sont des propriétaires d'un permis ou des propriétaires de plusieurs permis? C'est variable, il y a de tout. Ouais. Il y a des gens comme moi, j'ai un permis, il y a d'autres qui ont 4, il y a d'autres qui ont 6, donc on n'a pas de restriction dans ce sens, parce que le but, ce n'est pas le nombre de permis, c'est parce qu'on a trouvé le besoin, lorsque le transport illégal est rentré à Québec, il est venu de Montréal à Québec, on a trouvé le besoin et la nécessité de créer un organisme pour qu'il rentre en discussion directe avec le gouvernement, parce qu'on ne peut pas discuter individuellement, on a trouvé le besoin de se regrouper, et c'était suite à cela que nous sommes aujourd'hui honorés par votre présence. Je vous remercie. Je vais laisser la chance à mes collègues de poser des questions aussi. Je ne veux pas monopoliser le débat. Monsieur le député de Mégantic. Merci, M. le Président. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Un plaisir de vous avoir ici. Est-ce que vous avez parlé un peu du principe de l'agglomération où vous êtes sur des territoires fixes? Est-ce que vous êtes en faveur d'ouvrir les agglomérations ou de les laisser telles quelles? Il faut suivre l'offre et la demande. Et notre regroupement, je pense qu'avec l'évolution et des applications mobiles qui vont venir, la collaboration entre les agglomérations, c'est une chose inévitable. C'est pour ça qu'on a réclamé qu'une application provinciale va gérer ça. Et lorsqu'une application provinciale va gérer ça, elle va tenir compte des agglomérations et elle va adopter les méthodes les plus justes et les plus correctes pour les intervenants de chaque agglomération. Pour qu'il n'y aura pas empiétinement spatial ou bien via Internet d'une agglomération à une autre ou bien d'une compagnie à une autre. Okay. Maintenant, vous êtes aussi en faveur des virages écologiques, les autos électriques, hybrides, etc. OK? Maintenant, vous parlez de modulation. En fait, vous nous donnez plusieurs exemples de villes où il y a des modulations temporelles, le soir, la nuit, les fins de semaine, etc. Donc, vous êtes en faveur de ces modulations? Ce n'est pas uniquement en faveur, mais je crois que c'est un devoir à la commission de transport de nous aider dans cette modulation, parce qu'un plombier, s'il va venir vous facturer la nuit, vu qu'il est le seul qui facture à lui-même, la nuit, il ne va pas vous facturer la même chose et vous acceptez ça facilement. Alors que nous sommes, menottés par un arsenal de lois. Tout est en train d'augmenter dans les valeurs autour de nous, sauf que nous, on n'a pas le droit d'avancer. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de se développer tout en le menottant avec un arsenal de lois de modification, de tarification. Chose qui est vraiment contradictoire. Le ressort, vous le retirez dans des angles opposés, mais à un certain moment, il relâche et il ne tient plus parce que vous avez dépassé les capacités limites. Merci. Une dernière question. À la page 13 de votre document, vous parlez de bilinguisme.
pour la formation. Est-ce qu'il y a une nécessité, parce que Québec est définitivement une ville très touristique, est-ce que vous voyez la nécessité que les chauffeurs de taxi aient un minimum d'anglais pour pouvoir échanger avec leur clientèle? Exact. Ça, dans le monde entier, là où il y a beaucoup de tourisme, que ce soit à Madrid ou à New York, le bilinguisme ou bien même d'autres choses, ça donne des étoiles aux chauffeurs dans leur carte de travail. C'est pour ça on demande, lorsqu'il y a des formations de ce genre, de donner des étoiles aux chauffeurs dans leur carte et comme ça, ils sont classés à l'échelle provinciale. Merci. Monsieur le député d'Ungara. Ça fait plaisir. Alors, bonjour, monsieur. Souvent, j'ai l'occasion de prendre le taxi pour me déplacer entre les édifices du Parlement ou à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs cet après-midi. J'avais des rencontres, puis je me suis promené en taxi un peu. Puis souvent, je demande aux chauffeurs qu'est-ce qui se passe de bon à Québec de ce temps-ci. Puis la réponse, c'est « Ah, c'est tranquille, c'est plate, il n'y a rien. » Puis si j'étais un touriste, c'est sûr que j'aurais la même réponse. Comment voyez-vous amener une plus-value d'une formation touristique, dire, ben là, il y a de l'exposition de telle chose au musée, il y a telle autre chose qui va se passer, un spectacle samedi soir, pour justement retenir un peu les gens, puis que l'expérience ne soit pas juste de dire, je suis parti du point A vers le point B, mais en même temps, j'ai été renseigné sur la ville, je sais que tel chanteur sera au Grand Théâtre demain soir. Comment vous voyez une implication dans ce sens-là? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose vers lequel vous pourriez vous tourner aussi, là? C'est pour ça qu'on a demandé dans la formation, parmi les choses qu'il faut ajouter que ce forme de bonus, c'est bon de demander l'évolution aux chauffeurs, mais à un certain moment, il faut qu'ils soient bonifiés dans leurs efforts. Actuellement, il n'y a pas un système, que ce soit dans les intermédiaires ou bien au niveau de l'État, qui fait l'enregistrement des actions dans ce genre. Par exemple, s'il y a des étoiles de bonification dans les cartes de travail pour qu'ils seront classés à l'échelle provinciale, comme ça se passe pour les camionneurs, ça va être encourageant. Non seulement ça, parce qu'une ville touristique comme Québec, dont quelqu'un ne connaît pas les sites touristiques ou bien elle n'a pas un minimum de langage différent en dehors du français, il faut qu'il soit le français au plus, non uniquement québécois, mais international. Ça, c'est une autre version de voir les choses. C'est un petit peu inadéquat avec la valeur touristique de Québec. Donc, c'est pour ça des formations qui tiennent compte de ça, mais qui donnent des bonus en parallèle, ça encourage tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que la loi nous piège à tous les niveaux. Donc, ce que vous proposez, c'est une chose envisageable dans le cadre de formation. Il faut qu'elle soit bonifiée dans le dossier des chauffeurs. Ça va, monsieur le député de Ngara? Oui. Alors, nous allons passer maintenant au bloc réservé à l'opposition officielle. Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, bienvenue, Monsieur Nadji, Monsieur Fecteau. Bienvenue aussi, Madame Hamel et Madame Drolet. Donc, plaisir de vous rencontrer. Peut-être aller directement dans votre mémoire. Donc, vous nous montrez, et je pense que c'est la première fois qu'on a une illustration comme celle-là, la page 9, la chute depuis un an là, de la valeur des permis de conduire. C'est la page 11 dans la dernière version. Dans la dernière version. Donc, et c'est les mêmes chiffres. Donc, une chute, dépendamment des endroits, de 18 000 à 60 000 de baisse. Et donc, vous réitérez votre demande parce que, comme je le disais tantôt, malgré les indignations du ministre, le transport illégal continue de se faire sur nos routes ici au Québec. Donc, je voulais vous entendre sur ça. Oui, c'est un mal qui persiste, non seulement par son agressivité, parce qu'il a tous les moyens qui nous dépassent, mais ce qui nous fait mal encore lorsqu'on voit le gouvernement, il est molle et ne réagit pas vis-à-vis de ça. C'est comme on a une double agression, on paye nos taxes dans le but que notre profession soit protégée, mais actuellement, il n'y a rien. Tout ce que nous sommes en train de subir, c'est la chute que vous avez. Et c'est pour ça notre groupement, il a pensé d'une façon importante à rejoindre M. Alain Fecteau, parce qu'il est dans ses transactions quotidiennes et il a les chiffres réels devant lui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Donc, c'est des chiffres. Et il n'y a pas non plus que la baisse des prix, c'est qu'il y a aussi un ralentissement au niveau des transactions. Si je prends comme exemple mon premier trimestre 2014, en parlant de mes transactions de taxi, là, toutes agglomérations confondues, j'ai 21 transactions pour mon premier trimestre.
Si je prends le même trimestre, le premier trimestre 2015, j'ai 23 transactions notariées pour le taxi. Et si j'arrive au premier trimestre 2016, qui n'est pas tout à fait fini, j'en ai 3. J'ai des ventes qui ont été annulées, j'ai des ventes qui ont été reportées à la période après commission pour voir qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a un ralentissement là, flagrant, là, en plus de la chute des prix. Il y a un ralentissement au niveau des transactions de taxi, là, c'est mort. Le transport hors la loi a mis beaucoup d'incertitudes dans l'industrie du taxi, dans les permis. Avez-vous constaté aussi du côté des revenus hebdomadaires des chauffeurs un impact? Ça, je n'ai pas cet aspect-là. C'est plus aux chauffeurs qu'il faudrait poser la question. Moi, ce que je vois, c'est du côté du travail à titre de notaire, là, de ce que je vois, le ralentissement. Le téléphone a sonné énormément à mon bureau en octobre, novembre, décembre, janvier, mais ce n'était pas pour des transactions, c'était des gens qui appelaient pour s'informer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'ai fait... Et pour répondre à votre question les chutes des rentrées des chauffeurs, il y a Mme Nancy Drolet, elle est là, elle peut vous répondre sur ce point. Alors, bonjour. Moi, je suis sur le terrain, je suis rendue de soir maintenant. Je fais 12 heures par jour, j'ai au moins 30 % de perte de revenus. 30 % de perte? Oui, facile. Et le début de semaine était catastrophique cette semaine. Et avant, je faisais 10 heures. Maintenant, j'en fais 12 minimum, 6 jours par semaine. Et le dimanche, je fais 4 heures. Je lave les véhicules taxi, je fais ma comptabilité. Donc, on comprend 12 heures par jour, Ouais. 6 jours par semaine, plus un 4 heures le dimanche et une baisse de revenus de 30 %. J'en ai mis un en vente en espérant peut-être on en avait 4, on en a 3 maintenant. J'ai voulu en vendre un autre. Pas de téléphone, pas rien. J'ai acheté en avril 2015 210 000 et présentement, j'ai même pas un appel pour 185 000. Donc là, on voit vraiment une illustration très concrète de l'impact du transport hors la loi. Donc, baisse des revenus hebdomadaires de 30 % puis baisse importante de la valeur du permis. En fait, c'est même pas juste une baisse. Vous n'êtes même pas capable de le vendre là, pour l'instant. On ne sait même pas jusqu'à combien. Non, Il n'y a pas de transactions. Les transactions se sont quasi arrêtées sur le marché. Donc, je pense que c'est important de savoir ce qui se passe et de le porter à l'attention du ministre parce que c'est lui qui peut agir pour faire arrêter le transport illégal. Donc, on va espérer que ça va arriver très rapidement pour que les pertes de revenus ne se continuent pas. Je voulais aussi un peu porter en lumière parce que on a beaucoup entendu avant la commission parlementaire que l'industrie du taxi, c'était archaïque puis que c'était pas modernisé, etc. On a vu en commission parlementaire qu'il y a beaucoup de choses qui s'est faites dans l'industrie du taxi, mais là, vous nous, en termes d'applications mobiles, de paiement électronique, de véhicules hybrides, mais là, vous nous montrez qu'il y a des choses que vous voudriez faire, puis que souvent, vous êtes bloqués par les lois. Donc, par exemple, pour la géolocalisation, c'est interdit, mais là, je voudrais aussi peut-être porter à la lumière que la SAQ aurait peut-être aussi avantage à arriver à l'heure d'aujourd'hui parce que vous nous présentez que la SAQ, vous êtes obligé de fonctionner par la poste avec un délai de 9 jours à l'ère où tout se fait de façon électronique. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être corrigé assez facilement de ce côté-ci. Et premièrement, au niveau du fonctionnement. Puis deuxièmement, vous nous mentionnez que la nouvelle procédure où vous devez payer 65 $ et attendre 15 jours afin de recevoir votre papier pour l'information pertinente peut déjà être obtenue gratuitement au ministère de la Justice. Pourquoi donc être obligé de passer par la centrale de police et de payer 65 $ et d'attendre 15 jours alors que c'est déjà disponible au ministère de la Justice? Moi, franchement, là... Ça, c'est les modalités ministérielles et leur communication avec le SAQ, ça nous dépasse. Nous subissons leurs décisions. Et on a parlé de ça le 8 juillet, lorsque vous étiez présente, je ne sais pas, le 8 juillet avec M. Pouilleté. Il n'était même pas au courant de ça. Je sais que c'est un détail qui dépasse, il ne peut pas être au courant de tout ça, mais vu que c'est un entrave de plus pour nous, ça nous fait plaisir que tout le monde doit être checké dans ses archives juridiques, mais on ne veut pas que ça soit un entrave
pour l'embauche des chauffeurs. C'est ça. Puis le 8 juillet, où ça a été porté à l'attention du ministre, est-ce que ça a été corrigé? Non, c'est toujours la même situation. Écoutez, Monsieur le ministre, ça fait 9 mois, c'est plus long qu'une grossesse, et c'est toujours pas corrigé. Pas d'autres membres de la commission. Donc, Monsieur le Président, on demanderait au ministre, après 9 mois où ça a été porté à l'attention de l'ancien ministre, de peut-être faire corriger la situation. Je pense que c'est une situation assez facile à corriger et qu'il en a le pouvoir. Donc, je pense que ce serait important de le faire parce qu'on ne peut pas juste demander à l'industrie du taxi de se moderniser. Il faut aussi que les partenaires autour qui encadrent l'industrie du taxi facilitent le travail de l'industrie du taxi. Dans ce cas-là, la SAAQ et le fonctionnement des émissions de vérification. Au courant de ce qui se passe dans l'avancement du monde de taxi dans le monde, il y a des pays qui utilisent, par l'utilisation des drones, pour transporter des médicaments pour des régions isolées, chose qui est loin de l'imaginaire québécois actuellement. Alors vous imaginez, actuellement, nous discutons comment appliquer les anciennes lois qui ne sont pas respectées. Ici, qu'on le veuille ou non, la loi est très en retard par rapport à la vitesse technologique qui se passe dans le monde. Je voudrais aussi souligner votre proposition pour améliorer le service à la clientèle, de fixer un nombre d'heures maximal à 12 heures aux chauffeurs, puis on comprend pourquoi, là. Après 12 heures de travail. Si vous posez cette question à un médecin qui est devant nous, et on n'a pas besoin d'un témoin qui est très loin, la capacité humaine, en dépassant un certain nombre de travail, tes facultés diminuent et tu deviens un danger public. C'est ça nos convictions. C'est pour ça que nous voulons que le ministère puisse agir comme ça se passe pour les camionneurs. Il y a un volume horaire limité à partir duquel tu dois t'arrêter et tu n'as pas le droit de fonctionner. Et on ne peut pas, d'une part, nous, le monde de taxi, le monde de... Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Merci. Nous passons maintenant au deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, messieurs, dames, bienvenue. Je vais continuer sur la question de ma collègue. Vous demandez ce que ce soit limité à 12 heures. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que c'est présentement? Actuellement, si je vous donne la vérité du terrain, et moi, je ne peux pas ne pas vous donner que cela, pour les compagnies qui ont opté pour un seul chauffeur en 24 heures, il y a des gens qui font 16, 17, 18 heures. Et j'en suis sûr que dans le terrain, il y a beaucoup de taxis qui sont le résultat de ce qu'on appelle overtime, ou bien le burn-out qu'on appelle ça dans le corps médical, quelqu'un qui dépasse ses capacités humaines, mais ils ne sont pas identifiés ainsi, parce que les gens, dans leur déclaration, ils ne déclarent pas la cause. Un accident qui s'est passé comme ça, mais ils ne déclarent pas la cause. Donc, mais s'il y a une réglementation qui est à l'équivalent des camionneurs qui se passent dans le monde entier, qui va limiter le volume horaire, on va empêcher le danger public dans la route et on va participer dans la sécurité des usagers. En fait, je suis surpris d'entendre ça. J'étais convaincu qu'il y avait des durées limites de travail. Quand on parle des camionneurs, à mon avis, je pense que c'est des groupes de 8 heures, 2 heures d'arrêt, 8 heures, puis après ça, 4 heures. Effectivement. Pas encore de J'aurais pensé qu'au niveau des taxis, comme on veut, en tant que législateur, assurer la sécurité des usagers, qu'on aurait déjà légiféré là-dessus. J'apprends quelque chose aujourd'hui qui m'étonne beaucoup. Alors, bon, maintenant, au niveau de... J'ai une impression aussi à apporter quand, tantôt, M. le ministre et vous avez eu un échange au niveau de la valeur d'un permis. Vous aviez indiqué que ça pourrait représenter environ 300 $ par semaine. Ça, c'est la location d'un shift. Oui. Ce n'est pas la valeur du permis. Le permis, c'est autre chose. Donc, vous êtes bien clair que la valeur d'un permis, donc, serait moindre que ça, parce que j'imagine la valeur d'un permis, si on l'actualise sur une période d'une semaine, dans un coût de location, la portion de valeur de permis, à mon avis, serait plus près de 200 $ que 300 $, si on tient compte qu'il y a des coûts de financement qu'on calcule dans la valeur du permis, puis une certaine marge de profit. Donc, si jamais on voulait, en tant que gouvernement, acquérir des permis puis les louer à des joueurs de l'industrie, il faudrait plus penser à un chiffre de 200 $ que 300 $ par semaine, à mon avis. Je voulais juste amener cette précision. Puis je pense que M. le ministre m'a compris. On était dans les chiffres les deux, et puis je pense qu'il m'a compris. Alors, j'ai une question maintenant au niveau de la formation. Dans votre mémoire, vous indiquez que vous souhaitez qu'elle soit revue et donc de mettre un accent sur le service à la clientèle. Alors, puis vous mentionnez que les formations continues qui offrent des bonis au niveau des paiements des intermédiaires ou par des étoiles dans la carte du chauffeur. Alors, qu'est-ce que c'est, puis quelle est la conséquence de ça au niveau financier? C'est-à-dire,
pour encourager et stimuler les gens à faire des formations, parce qu'on ne peut pas les obliger, comme ça existe dans toutes les fonctions qui se respectent, il y a toujours des formations continues pour être à jour de ce qui se passe dans le monde de la fonction en elle-même, que ce soit de point de vue législation, les nouvelles méthodes de faire les choses, pour être à jour de ce qui se passe, mais il faut bonifier ces gens, soit par des bonus de paiement, c'est-à-dire dans leur intermédiaire, ils ont l'habitude de payer chaque mois l'intermédiaire dans la cotisation. Donc une réduction, c'est comme une réduction d'impôt pour les revenus, ça va être une réduction de paiement dans les intermédiaires pour que les intermédiaires encouragent les chauffeurs à faire ces formations, ou bien par des étoiles qui vont être signalées dans les cartes de travail de chaque chauffeur. Comme ça, lorsqu'il présente sa carte quelque part dans n'importe quelle compagnie, s'il est à 5 étoiles ou 4 étoiles, il est privilégié, il est pris rapidement par rapport à quelqu'un qui a 0 étoile, par exemple. Et c'est des méthodes qui existent dans d'autres pays. Oui, mais c'est dans d'autres villes. Dans d'autres domaines, moi, ce que je vois souvent, c'est que la formation continue qui est obligatoire et que si les gens ne l'obtiennent pas, bien, ils ne peuvent plus opérer. Alors, vous ne voulez pas être punitif. Il y a une formation au début, puis tu es dans... Il y a une formation au début, puis tu es dans le champ éternellement. Okay. Donc, s'il ne s'inscrit pas et il ne réussit pas une formation continue, il continue à opérer, puis même si c'est un risque plus grand. Il y a une formation au début qui est exigée. Au début. Et s'il ne réussit pas cette formation, il ne peut pas opérer. Okay. Mais le problème, il y a des gens qui ont fait cette formation il y a plus de 10 ans. Il faut une mise à jour de la situation. Que ce soit vis-à-vis des nouveaux sites touristiques, les changements d'adresse, les nouvelles méthodes, je ne sais pas, de servir les clients à l'échelle touristique, etc. C'est des formations de ce genre. Mais ils devront être bonifiés dans l'archive de la personne pour que ça l'aide et ça l'encourage à faire ça. Okay. Je pense qu'il faudrait peut-être aller plus loin. Là. En fait, forcer les gens à avoir une mise à jour et non pas simplement les encourager. Alors, pour la sécurité des usagers puis le service de qualité qui leur est offert. Une autre petite question me reste, monsieur? Une minute. Alors, une petite question, en fait. Au niveau de la tarification, vous proposez un kilométrage de nuit qui pourrait être un peu plus élevé. Là aussi encore, je suis surpris que ça n'existe pas actuellement. Et vous voulez bien me dire, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas en vigueur? C'est la loi toujours. Oui, c'est la loi qui ne bouge pas. Mais il y a dû avoir des discussions antérieures pour essayer de changer la loi. Et quel argument donne-t-on pour ne pas changer ça? Chaque année, il y a une commission ministérielle qui se réunit dans ce sens. Mais la commission ministérielle, elle est formelle. Donc, elle attend les attentes de ce qu'il propose l'industrie de taxi. Mais la menace qui existe actuellement de Uber, depuis 3 ans, les gens, la majorité, et notre organisme, il était le seul qui a recommandé l'augmentation des tarifs de nuit, mais la majorité, ils ont demandé de stagner les tarifs vu la menace actuelle. Mais moi, je parle de la stagnation de la loi avant l'arrivée de la menace qui est Uber. C'est que avant l'arrivée de cette menace, les tarifs, ils étaient toujours les mêmes la nuit et le jour, chose qui n'est pas logique. Merci. Nous allons passer maintenant au bloc réservé aux députés indépendants. Monsieur le député de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord saluer, bien sûr, M. Fecteau et M. Nadji, mais comme on a rarement l'occasion d'avoir ici en commission des femmes qui sont des entrepreneurs ou des intermédiaires, chauffeurs dans le domaine du taxi. Alors, je profite de la présence de Mme Hamel et de Mme Drolet pour leur poser des questions, leur souhaiter la bienvenue, leur poser des questions. Nombre des décisions qu'on prend en matière économique ou dans la législation ont un impact parfois différent sur les femmes qui sont à l'œuvre dans le domaine que sur les hommes en raison de différences économiques, de certaines, je dirais, de certains déséquilibres qui existent sur le plan systémique dans la prise en compte des réalités de chacun et chacune. Est-ce que vous pourriez, l'une et l'autre, à partir de votre expérience, nous dire, puisqu'on est à réévaluer la loi, la législation, plusieurs aspects, on espère que le ministre soit à l'écoute là-dessus, qu'est-ce qu'il y a dans l'industrie du taxi qui défavorise les femmes et comment on pourrait améliorer les choses pour les femmes qui sont à l'œuvre? Moi, d'abord, je peux dire que s'il y a peu de femmes, c'est pas nécessairement dû à l'industrie comme telle, mais je pense que les femmes sont pas d'emblée attirées par pour quelque raison que ce soit, je sais pas. Ceux qui sont là sont très satisfaits. Il y a peut-être une facilité au niveau de la conciliation travail-famille, au niveau des horaires. Par contre, quand on parle de modulation de tarifs, ce que je vois, moi, sur le terrain, c'est que de plus en plus, c'est difficile de trouver des employés qui veulent travailler le soir.
surtout la nuit, les fins de semaine, dû à ça, conciliation travail-famille. Que ce soit un homme ou une femme, là, il y a de plus en plus d'hommes qui ont cette réalité-là aussi. Puis la modulation du tarif pourrait peut-être améliorer le service qu'il y a la nuit. Parce que moi, je le vois là, depuis une vingtaine d'années que j'ai des employés, puis que c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui veulent travailler la nuit et les fins de semaine. Ça, je le vois. Puis c'est une nouvelle réalité, là, je dirais, là, depuis les 10 dernières années, peut-être. Madame Drolet. Alors, nous, on a investi à l'époque, on a acheté 2. J'avais mon travail, mon conjoint est ingénieur marin aussi. On a investi tout simplement. J'avais de la difficulté à avoir des bons chauffeurs. Donc, j'ai pris la formation. Je ne pensais jamais en faire au départ. Je pensais juste faire ma comptabilité et tout. Et à un moment donné, par la force des choses, je manque de chauffeur. Donc, j'ai mon pocket. Je ne sais pas vraiment où je vais aller travailler, mais je mets la main à la pâte. Et c'était pas facile au début. Mal à la tête. On pense qu'on connaît notre ville, mais on connaît nos habitudes, nos commissions, nos amis. Mais j'ai aimé. Mais j'en faisais occasionnellement. À un moment donné, je me suis dit, bon, on est rendu à 3 taxis. Pas toujours facile. Là, maintenant, les enfants en font. J'ai envie d'en faire pendant 1 mois. Voir, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que je vais gagner ma vie? J'étais pas bonne, mais j'ai adoré ça. Et j'ai laissé un travail de 24 ans pour m'en venir sur un de nos véhicules. J'ai été 2 jours pendant 4 ans. Et depuis environ 6 mois, avec la misère à trouver des chauffeurs de soir, j'ai dit « Go, t'es capable, on essaie. » Et je ne retournerai pas 2 jours. Et les commentaires, quand ils voient y arriver une dame, c'est tellement surpris, là. C'est une dame, c'est la première fois. C'est facile. Les gens font plus attention à nous aussi. Les gens sont fins et on entend souvent les chauffeurs sont bougons, les véhicules sont pas propres. Mais je peux pas avoir juste une bonne équipe et des bons chauffeurs parce que embarquer dans nos taxis, parce que c'est pas c'est sûr que t'es hors la loi, il va en avoir partout tout le temps, mais en général, on a une belle image, puis j'adore ce que je fais. Merci. Merci beaucoup. Nous, on a déjà dépassé le temps. Je ne voulais pas vous couper parce que c'est trop intéressant, mais on a dépassé le temps. Alors, il me reste, messieurs, mesdames, à vous remercier de votre contribution à nos travaux. Je suspends la séance pendant quelques instants et je demande à tout le monde de rester à sa place, sauf les gens qui doivent laisser leur place aux prochains invités.